Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 496 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place aux Cleveland Cavaliers, les Cavs en pleine crise. En ce début de saison, on va enquêter, on va se poser la question, faut-il paniquer? Est-il arrivé le temps des grandes remises en question? Quelle est la différence avec l'an passé? Aujourd'hui, enquête. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Cleveland Cavaliers, mais que se passe-t-il du côté des Cavs? On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast assez rapide, je l'espère en tout cas, mais maintenant que j'ai dit ça, je me suis jinxé, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il chez nos amis les Cavaliers? Quel est le malheur? Alors, LeBron est parti, mais mais non, c'est pas ça le malheur le plus récent, c'est pas ça qui va expliquer un peu la mauvaise saison, évidemment. Donc voilà, on va essayer un peu, je vous propose aujourd'hui de faire un peu une enquête. On est parti pour faire les Sherlock Holmes du basket, d'ailleurs, de la même manière avec laquelle Dr House est censé être le Sherlock Holmes de la médecine. Je sais pas si vous le savez, c'est fait exprès, c'est un peu le but de la série, et c'est pour ça que son ami, le Dr Wilson, son meilleur ami, il s'appelle Wilson parce que c'est comme Watson, voilà, Sherlock Holmes c'est Watson, Dr House c'est Wilson, c'est fait exprès, mais bref, voilà pour le fun fact de société à dire dans les dîners. Donc voilà, on va être les Sherlock Holmes du basket, on va prendre notre loupe, nos intuitions, et on va enquêter, on va essayer de faire un bilan de qu'est-ce qui se passe. Où sont les trous par rapport à avant, qu'est-ce qui se passe mal, etc., etc. On a fait un peu pareil d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans une hebdo, donc c'était coincé et perdu au milieu d'un épisode, mais on a fait il y a 2 ou 3 semaines, on a parlé des Clippers aussi, qui était aussi une équipe excellentissime l'an passé et qu'on attendait plus haut et qui se plante totalement pour l'instant. Les Cavs, on n'est pas à ce point, alors que les Clippers sont à 6 victoires et 20 défaites, ils sont 14e sur 15 de la conférence, donc c'est la cata absolue, et on espère que peut-être ça va bouger en termes de trade, on ne sait pas, mais les Cavs c'est pas autant. Mais tout de même, faut dire aussi que le contexte, pour expliquer, on a une saison qui est décevante alors qu'on les attendait fort, voire très fort. Pour dire aussi, c'est peut-être la conjecture de base, vous serez peut-être pas d'accord avec ça, mais c'était pour moi une des 3 ou 4 meilleures équipes de NBA l'an passé. Allez, on va dire 5 si vous voulez. Il y avait OKC, évidemment, il y avait Denver, je pense, qui était là-dedans aussi. À l'Est, il y avait Boston, évidemment aussi, qui était premier, ou je crois que non, les Cavs étaient premiers. Donc Boston et Cleveland, voilà, c'était un peu les deux de l'Est. Et pour moi, il y avait ce côté où ils sont plantés en play-off. Ils sont plantés aussi parce que, voilà, accident total contre les Pacers. Les fameux Pacers qui mettaient tous leurs 3 points et personne mettait les 3 points face à eux. Donc, un élément réussite aléatoire qui était très fort en faveur des Pacers. Bon, on va pas refaire les play-offs. Mais pour le coup, c'est pas pour dire non plus que c'était qu'un accident. Il y avait aussi des trucs un peu significatifs derrière cette défaite des Cavs. Mais il y avait aussi une partie un peu accident, un peu aléatoire. Donc, bref, mettons ça de côté. Il y avait l'aspect, moi je l'ai un peu répété tout l'été, c'est normalement un peu censé être leur année, les Cavs. Parce que donc c'était une des 2-3 meilleures ou 4, les 5 meilleures équipes de l'an passé, qu'on attendait assez fort, avec tout de même des doutes pour les playoffs, mais on n'a même pas eu le temps de les voir, ces doutes être mis en œuvre. Mais on se disait que, bon, Haliburton est plus là, donc c'est fini, la magie Pacers ils ont toute la réussite au tir de leur côté depuis 2 saisons, ça c'est plus là. Mais surtout, Tatum ne sera plus là. Tatum est blessé, donc Boston, on n'aura pas un bon Boston. On pensait même qu'on aurait peut-être un Boston qui allait tanker et pour avoir un top pick, parce qu'en plus, bon, la franchise a été rachetée, donc d'après la théorie du complot, normalement, ils sont censés avoir le first pick 2026. On verra ça. Non, mais voilà, blague à part, il y a un côté où on les attendait eux. Et même pour moi, plus que les Knicks. Les Knicks qui ont fait un recrutement qui n'était pas si bon que ça, enfin pas si impressionnant que ça. Beaucoup de monde à l'époque parlait de Clarkson et Yabusele. Bon, c'était un peu gadget, j'ai l'impression, et ils partaient de plus bas. Donc moi, j'attendais plutôt et surtout des Cavaliers qui, comme s'ils avaient été comme l'an passé, auraient gagné la conférence Est assez facilement, je dois dire. En tout cas, à mon sens. Et après, on aurait vu pour le titre, éventuellement, je ne sais pas. Et là, ce qu'on a, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on attendait des Cavs très forts. On va un peu disséquer les chiffres un peu plus autres que basiques, mais commençons par le basique. 15 victoires et 13 défaites. 15 victoires, 13 défaites. Ils sont 9e de la conférence. Donc on n'est pas niveau Clippers, catastrophe industrielle, mais tout de même, 15 victoires, 13 défaites, on est quasiment au 50% de bilan victoire-défaite. Bon, pour dire aussi, Miami est juste devant 8e, 14-12. Atlanta est 7e, alors que Atlanta n'a pas eu Trae Young pendant longtemps. Philadelphie, 6e, alors qu'ils n'ont pas eu Embiid pendant longtemps, et même là, ils l'ont, mais c'est pas le vrai Embiid, pour le coup. Boston est devant, 5e aussi, de la conf. Orlando, 4e. Toronto est 3e. Et ensuite, Knicks 2e et Détroit pour l'instant est le leader de l'Est. On a parlé de Détroit il n'y a pas longtemps, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Mais voilà, le truc à retenir aussi, c'est que, bon, mine de rien, Toronto est 3e. Ils sont à 11 défaites, les Raptors. Alors que les Cavaliers sont 9e à 13 défaites. Ce qui, je ne sais pas si vous le savez, mais en NBA, on calcule un peu le classement, non pas par rapport aux victoires, mais par rapport aux défaites.
grosso modo parce que les défaites c'est fait, alors que les victoires on peut pas projeter, bah tiens tu vas gagner, enfin à la limite on s'en fiche, mais donc on calcule par rapport aux défaites. Donc si vous voulez, Toronto qui est 3e, on dit que de 11 pour aller à 13, ils sont seulement à 2 matchs d'écart des Cavs qui sont 9e avec 13 défaites, de 11 défaites à 13 défaites. Voilà, juste pour dire aussi, on calcule par rapport aux défaites, fermons cette parenthèse. Donc c'est pas pour s'alarmer non plus, on est quand même on est que au premier tiers de la saison, on va dire. On est encore très loin de la fin de saison. Ils ont eu des blessures aussi, on va en parler de ce côté-ci qui est assez important. Et ça se joue pas à grand-chose. Donc avec 1 ou 2 matchs de plus, il serait top 5 peut-être et on n'en parlerait pas. Mais justement si, on en parlerait tout de même parce que, allons un peu au-delà, le fait est que l'an passé, au-delà du bilan victoire-défaite, il y avait aussi un aspect de fond de jeu qui était très fort. Donc ce que je vous propose, ce qu'on fait aujourd'hui, on fait le quoi, et ensuite on fera le pourquoi. D'abord, on fait le constat, et puis ensuite, on réfléchira de qu'est-ce qui a pu amener à ce constat, quelles sont un peu les raisons derrière le constat qu'on peut faire. Mais voilà, c'est vrai que les Cavs, notamment en termes de net rating, c'est la stat qui nous intéresse le plus. Alors pourquoi ? Parce que le net rating, c'est le différentiel attaque-défense, c'est donc le but du basket. Le but du basket, c'est de marquer plus de points que l'adversaire, différentiel attaque-défense. Et c'est presque une stat plus significative parfois que bilan victoire-défaite. Ça dit plus de choses aussi sur le fond de jeu. Voilà, c'est le meilleur indicateur de fond de jeu, on peut dire. Et c'est vrai que là-dessus, cette année, ils sont à plus 2,1 de net rating. Je rappelle aussi, net rating, c'est le offensive rating, les points par 100 possessions marquées, moins le defensive rating, les points encaissés par 100 possessions. On met tout le monde par 100 possessions, comme ça tout le monde est sur le même plan, même les équipes qui jouent plus ou moins de possessions. Bref. Donc plus 2,1, c'est assez banal, plus 2,1. Il se trouve que cette année, comme la NBA a une certaine homogénéité dans le ventre mou, ils sont quand même 12e, donc ils sont pas si loin que ça, ils sont 12e. Mais pour dire, donc Orlando est juste devant, 11e, ensuite San Antonio est devant, Toronto est devant, Miami, Boston aussi est devant. Donc Boston se classe dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Boston, 7e meilleur net rating, un peu inattendu. Minnesota est 6e, Détroit top 5, Denver top 4, New York est dans le top 3, les Knicks. Et au-delà du top 3 du classement, on détaillera aussi les chiffres bruts, mais eux ils sont à plus 9,5. Plus 9,5 alors que les Cavs sont à plus 2. On parlera au-delà du classement, donc du brut. Mais donc Houston, 2e, et OKC, 1er. D'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode qu'on a fait récemment sur OKC, si ça vous intéresse un peu plus d'en savoir plus sur le début de saison historique du Thunder. Ils sont premiers de très très loin. Bref. Mais donc, je disais, le truc, c'est que au-delà donc du bilan victoire-défaite, les Cavs de l'an passé étaient une machine de guerre. Et même, c'est aussi en ça que la saison 2025 était particulière, c'est qu'on avait quasiment 3 équipes à la barre symbolique des plus 10 de net rating. Donc différentiel attaque-défense, la barre des plus 10, qui est une barre très symbolique des équipes élites, alors historiques, je ne vais pas dire historique parce que pour les gens historiques, il faut gagner des titres, etc. Mais je veux dire, c'est parfois par décennie, il n'y a pas une poignée il n'y a même pas 5 ou 6 équipes qui font ça, qui atteignent cette barre des plus 10 points de différentiel par 100 possessions. En général, chaque année, le leader, il y a plus 7, plus 8 ou parfois plus 9, voilà. Mais donc 3 équipes, pas seulement une. 3 équipes qui étaient à la barre des plus 10, et donc les Cavs en faisaient partie. Pour dire, donc, ils étaient 2e de NBA, mais surtout, ils étaient à plus 10, alors que là, ils sont à plus 2, qui est un chiffre beaucoup plus banal. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de différence entre l'attaque et la défense. Plus 2 par 100 possessions, c'est quand même pas... je peux vous dire, qui était à plus 2 d'ailleurs l'an passé. Je vais aller le chercher vite fait, hop, en 2-3 clics. On avait les Pacers. Bon, ça compte pas non plus, la saison était particulière. Mais les Bucks étaient à plus 2 l'an passé, si vous voulez. Les Lakers étaient à plus 1,6. Détroit l'an passé, plus 1,6. Voilà. On est à peu près dans cette zone de t'as une équipe sympathique, mais pas forcément plus, quoi. Pour le coup, plus 2, c'est vraiment assez banal. Donc ça, c'est le constat un peu global. D'ailleurs, tiens, mini parenthèse là-dessus. Vous savez que, alors moi j'en parle depuis 4-5 ans sur le Basket Lab. Peut-être pas 5 ans, mais parce que le Basket Lab a moins de 5 ans, mais sur les codes des parquets et tout. La stat du win differential, qu'est-ce que c'est ? C'est la stat où on extrapole un peu un bilan victoire-défaite, on va dire. On prend le net rating, et à partir du net rating, du fond de jeu produit, on dit, avec ce différentiel attaque-défense, tu es censé avoir tant de matchs gagnés. Et ensuite, le win differential, on fait la différence entre les victoires attendues et les victoires réelles. Voilà. Et ça, c'est vrai que l'an passé, par exemple, ils étaient 11e meilleur win differential, donc ils avaient plus de victoires qu'attendues, 11e sur 30. Là, ils sont 21e. Bon. Je le dis d'entrée de jeu, n'utilisez pas cette stat, pas avant la fin de saison. Déjà que parfois elle n'a pas toujours beaucoup de signification en fin d'année, quand on a l'année complète. Mais là en début de saison, ça n'a aucun sens de parler de win differential au mois de novembre ou décembre, parce que c'est une stat cumulative. Et donc même si tu es, entre guillemets, 21e sur 30, ah ouais, t'es plutôt vers le bas de l'échelle. Mais comme c'est cumulatif, la différence c'est moins de 1 victoire d'écart.
Voilà, ils ont 15 victoires pour de vrai, et leur expected win est de 15,8. Donc ils n'ont même pas une victoire de moins que attendu. Donc voilà, on est sur des écarts totalement nuls. Donc le win differential, on met ça au placard, on le ressort qu'au mois de juillet, si vous voulez me faire plaisir. Mais voilà, parenthèse de ça refermée. Et pour dire aussi, pour être complet, le expected win, non pas actuel, mais sur 82 matchs, par exemple, d'après ce fond de jeu-là, on serait sur une équipe à 46 victoires. Voilà. C'est pas du concret du tout, c'est abstrait, et c'est avec ce fond de jeu-là, tu vas à peu près avoir autour de 46,1 victoires. L'an passé, ils étaient à 62 victoires attendues, ils en ont eu 64. Donc ça, c'est le constat un peu global. Ok. Ensuite, maintenant, là, il faut continuer un peu d'enquêter et de chercher où le bas blesse-t-il. La défense, l'an passé, ils étaient à quasiment 113 de points encaissés par 100 possessions, 113. Cette année, 114. Bon, l'an passé, ils étaient 8e, cette année, 10e. Donc au final, il n'y a pas tant que ça de différence. Peut-être un peu un chouïa par moment, mais globalement, il n'y a pas tant que ça de différence pour la défense. Et c'est un point important de commencer là-dessus, parce qu'il y a 2 points, il y a et l'attaque et la défense. C'est vrai que, notamment, l'an passé, ils encaissaient des tirs, enfin l'adresse autorisée en IFG, en tir ajusté pour 2 points et 3 points, 53%. Cette année, 54%. Bon, ça change un peu, ils sont passés de 4e à 11e, mais c'est pas significatif du tout. Ils créent un peu plus de pertes de balles que l'an passé, de à peu près 15%, à peu près 16%. Donc il y a un peu plus de turnover généré cette saison. Ça, c'est bien, ok. Mais là encore, ça bouge pas beaucoup. Ils sont un peu meilleurs au niveau du rebond offensif, et encore, ils sont passés de 24e à 12e. Donc là, on peut se dire, sur le classement, ça s'améliore. En fait, non, pas du tout. C'est juste que, comme il y a de plus en plus de rebonds offensifs en NBA, il y a des équipes qui, en fait, sont devenues très nulles parce qu'elles font face à plein d'équipes agressives au rebond offensif. Donc, au niveau de cette stat du rebond défensif, et donc les rebonds offensifs autorisés, en fait, en classement, ils sont passés de 24e, très mauvais, à 12e, pas mal, mais le chiffre brut, 29,2 l'an passé, 29% cette année. Littéralement, ça ne change pas, presque. Et donc ça, pas non plus d'explication. Là où le bas blesse, en revanche, c'est sur l'aspect de... En vérité, ils font un peu plus de fautes, même beaucoup plus de fautes. C'est la stat un peu parlante, c'est le fait que, en termes de taux de lancer franc, le free throw rate, ils étaient à 18 lancers francs autorisés par 100 possessions. Ils sont passés à 24. Et ça, voilà, c'est un écart qui est non négligeable. C'est pas négligeable du tout. Mais bon, à la limite, on peut chercher comme ça, on peut chercher la petite bête, on va dire. Au final, comme dit, au niveau du global, ça bouge pas tant que ça. De 113 à 114 en termes de rating. Bon, quelle qu'en soit un peu la manière, de toute façon, même si, ok, tu crées plus de pertes de balles, mais tu donnes des lancers francs en plus, tu autorises par rapport à la compétition, tu es un peu meilleur au niveau des rebonds, etc. Ok, mais quelle que soit un peu la tambouille intérieure, le résultat final, c'est que tu as à peu près la même défense. D'accord. Par contre, vous l'aurez deviné, si avec à peu près la même défense, tu avais un net rating de plus 10 l'an passé et que tu es seulement à plus 2, c'est que, effectivement, l'attaque, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que on n'est pas sur une attaque qui est catastrophique, mais on a une attaque qui est 11e. Voilà, 11e cette année. L'an passé, c'était tout simplement la première de NBA. Première avec 122,5. Bref, 122 points par 100 possessions marquées. 122. Cette année, à peine 116. Donc forcément, ça fait un écart qui est énorme. Et alors que, j'insiste, mais avoir la 11e meilleure attaque de NBA, c'est pas mauvais. Mais clairement, c'est un déclassement qui est très net. Et avec la 11e attaque de NBA, tu ne peux pas prétendre à faire un score d'élite ou être une équipe d'élite comme l'année passée. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, je parle en chiffres bruts ou en classement relatif aux autres. On peut aussi parler très simplement en chiffres relatifs à la moyenne. Ce sera peut-être plus significatif. L'an passé, donc la défense, on avait un relative defensive rating, donc la défense relative à la moyenne de l'époque et de l'année en question, de moins 2,3. Donc la défense était à hauteur de 2,3, meilleure que la moyenne NBA. Cette année, moins 1,6. Ok, 1,6, 2,3, c'est pas si loin que ça. Par contre, on avait l'an passé une attaque qui était à 7,2, meilleure que la moyenne. Donc, par rapport à la moyenne NBA de 2025, les Cavs scoraient 7,2 points de plus par 100 possessions. Cette année, on est à 0,5. On est littéralement avec une attaque qui est au niveau de la moyenne NBA, en vérité. Et même pour vous dire, là où c'est vraiment embêtant, c'est que, j'en ai parlé d'ailleurs dans le podcast sur OKC, j'ai parlé un peu des chiffres all-time, defensive rating, offensive rating, relatif à la moyenne, c'est toujours les stats intéressantes.
Et le fait est que les Cavs de 2025, donc de l'an passé, ils étaient quasiment dans le top 15 all-time. C'est-à-dire que leur attaque, elle n'était pas juste bonne, elle se détachait de la moyenne avec un écart, un des plus gros écarts jamais vus. Parce que là, je parle de... Donc si on prend toutes les saisons depuis 50 ans, quasiment, dans la base de données, sur le relative offensive rating, bah, t'es top 15 quasiment sur 3000 équipes, quoi. 3000 saisons d'équipes individuelles fois 50 années. Vous voyez un peu l'idée. Et donc, ils étaient à 7,2, au même niveau que les Bulls de 92, voilà, au même niveau que les Mavericks aussi de 2003 avec Dirk et Steve Nash, au même niveau que Lakers 98, tiens, avec Shaquille O'Neal. Pas loin aussi, on a les Celtics de 88 avec Larry Bird, notamment les Suns de 2007 aussi, ils sont à 7,4 de relative offensive rating, là où les Cavs l'an passé étaient à 7,2. Voilà, pour vous dire, on est à ce niveau-ci, quoi. On n'est pas tout en haut non plus, on n'est pas premier ou deuxième, ou etc. Mais on était sur une attaque qui était à ce point élite, même à l'échelle de l'histoire. Et c'est vrai que bah là, quand on est à 0, par rapport à la moyenne, on est littéralement au score moyen de NBA, bah, c'est quand même beaucoup plus, littéralement, moyen. C'est quand même beaucoup plus décevant. Et donc forcément, ce différentiel attaque-défense, tu ne le crées plus. Et donc, bah, si tu ne scores plus, beaucoup plus que l'adversaire, tu ne gagnes plus de match. Hein. Donc ça, c'est assez basique. Donc, on a dit, il faut concentrer nos efforts dans cette enquête. Laissons la défense de côté. C'est pas trop ça le problème. Allons plutôt sur l'attaque. L'attaque, c'est ça le différentiel. Donc, après avoir fait on a fait un peu pareil en défense, mais faisons-le en attaque maintenant. C'est plus intéressant. Au niveau des fameux 4 factors, les 4 facteurs statistiques, pardon pour l'accent, les 4 factors, pardon. Donc, adresse autorisée, turnover, rebond et lancer franc. On a dit qu'en défense, ça bougeait un peu, mais pas trop, sauf au niveau des lancers francs. Voyons pour l'attaque. L'attaque, les Cavs étaient élites pour ne pas perdre le ballon. Ils le sont toujours autant. 13% de perte de balle à peine l'an passé, 4e de NBA, 13,5 cette année, 6e de NBA. Ok, toujours élite. Au niveau du rebond offensif, ils étaient moyens, littéralement, 15e sur 30 l'an passé, ils sont 12e. Voilà. Et au niveau du chiffre brut, 28,2, 29,8. Vous voyez que pour le coup, ça augmente quand même un peu, ils prennent quasiment 2%, mais le fait est que toute la ligue attaque plus le rebond. Donc, d'ailleurs, je peux aller vous donner la stat si ça vous intéresse. L'an passé, la moyenne au niveau de l'offensive rebound, rebond offensif, le taux de rebond offensif, 28,1% des opportunités, des possessions, il y avait un rebond offensif. Cette année, on est monté à 29,2. Donc en fait, tout le monde en NBA prend plus. Donc même si les Cavs ont augmenté un peu, finalement, en termes de classement relatif à la moyenne et en termes de c'est comme ça qu'on évalue. C'est pas un concours en soi, c'est pas un examen par rapport à toi-même. La NBA, c'est un concours par rapport aux autres aussi. Donc la valeur, c'est aussi relatif aux autres, évidemment. Et donc là, au final, même si le chiffre brut augmente de manière non négligeable, tout de même, c'est à peu près la même valeur obtenue à la fin. 15e, 12e. Ok. Lancer franc, ça bouge pas trop. Lancer franc de quasiment 19 à 21. Sauf que, là encore, la moyenne de NBA explose un peu de ce point de vue-là, de 19 moyenne NBA à 22 cette année. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lancers francs cette année. Donc forcément, même si les Cavs ont progressé, il y en a qui ont progressé beaucoup plus. C'est un peu l'idée. Donc même s'ils ont progressé sur le chiffre brut, ils sont classés un peu moins bien. Mais bref, on est à peu près dans les mêmes eaux, si vous voulez. 17e, 22e, bon, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas un truc qui sauterait aux yeux en mode « Ah ouais, ok, l'explication vient de là. » Turnover, non. Rebond, non. Lancer franc, non. C'est de manière similaire à peu près partout. Mais, évidemment, je n'ai pas parlé du 4e facteur stat qui définit une attaque ou une défense, l'adresse. Et donc, là-dessus, ils étaient premiers l'an passé. Ils sont 19e cette année. Je répète, de premier à 19e. Donc là, Sherlock, c'est là qu'il faut creuser. C'est ici que, suivons la piste, c'est ici qu'elle nous mène, la piste. Grosso modo, ils mettent moins leur panier qu'avant. Ce qui paraît assez trivial, forcément, quand l'attaque est moins bonne, c'est parce que tu mets moins de paniers. Oui, mais bon, vous le savez, la NBA, le basket, c'est pas aussi simple que ça. Avec le jeu des possessions, parfois, l'attaque peut s'effondrer parce que tu commences à perdre plein de ballons, ou parce que les rebonds offensifs que tu captais, donc les deuxièmes chances, tu ne les as plus, ou parce que tu étais bon au lancer franc, mais tu ne l'es plus. Voilà, ça peut varier en basket. Donc là, c'était aussi intéressant de mettre à plat quand même le côté, c'est surtout le tir. C'est pas dans d'autres domaines du jeu. C'est juste que, pour l'instant, avant, ils mettaient leur tir, mieux que personne. Cette année, ils les mettent moins. Donc, peut-être que ça ouvre d'autres pistes. Si on avait vu, par exemple,
turnover percentage qui a explosé, on aurait dit, ah tiens, ils prennent moins soin du ballon, etc. Ou pareil pour les rebonds, ils n'y arrivent pas, donc il y aurait d'autres pistes à étudier et d'autres solutions potentielles, etc. Là, c'est à propos de l'adresse en soi. D'ailleurs, au passage, je rappelle, l'IFG, donc l'effective field goal, c'est pas le field goal en soi, c'est pas juste le tir comme dans le box score, non, c'est les 3 points ont une valeur un peu ajustée par rapport aux 2 points, comme ça on met un peu tout le même plan, et donc on met surtout tout le monde sur le même plan, comme si tous les tirs étaient à 2 points. Donc par exemple un tir à 3 points, on va booster un peu le pourcentage sur les tirs à 3 points, comme ça, pour retomber un peu sur la même échelle que sur des tirs à 2 points, mais bref, voilà, c'est un peu l'idée de l'IFG, donc de l'adresse. L'adresse, je rappelle aussi, adresse n'est pas réelle efficacité. Dans l'efficacité, le true shooting ou les points par tir, il y a aussi les lancers francs que tu es capable de provoquer. Alors que l'IFG, c'est juste l'adresse pure. Voilà, c'est un peu juste pour rappeler. Mais donc, là, à ce stade de l'enquête, on pourrait se dire un truc, c'est bon, au final, est-ce que l'attaque ne se serait pas effondrée seulement parce que, pour une raison ou pour une autre, on est aussi en début de saison et comme je dis souvent, pas de stats avant Noël, on est avant Noël, même si pas loin d'ailleurs, mais peut-être que c'est juste une question de l'échantillon n'est peut-être pas assez gros. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, les tirs qu'ils arrivent à générer sont de même qualité, mais à la fin, les mecs ne les rentrent pas. Pour plein de raisons. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a un état de forme qui est comme ça, parce que échantillon petit, il y a un côté aléatoire, enfin, pour plein de raisons. Donc, ça pourrait être un peu la piste. Donc, je vous propose que l'on continue à enquêter. Est-ce que réellement, c'est la solution ou pas ? Donc, pour ceci, il faut qu'on continue un peu à décortiquer cette attaque. Voilà, c'est un peu l'étape suivante. Donc, allons-y. Au niveau, cette fois-ci, de la fréquence de tir, le profil de tir des Cavs. Parce que là, je parlais de l'adresse générale, mais parfois l'adresse peut être affectée aussi par est-ce que tu arrives à générer des tirs rentables ou pas, hein ? C'est aussi, on ne peut pas juste directement partir sur l'efficacité. Parfois, l'efficacité aussi, elle est aussi influencée parce que tu étais bon à l'adresse générale avant, parce que tu allais beaucoup au panier, des tirs qui en soi sont très rentables, et si ça se trouve, en fait, c'est juste que cette année, tu prends beaucoup plus de tirs plus compliqués. Vous voyez un peu l'idée, donc on ne peut pas directement sauter à l'étape d'efficacité. Regardons d'abord la répartition des tirs sur le terrain. Peut-être qu'ils mettent aussi moins leurs tirs parce qu'ils génèrent plus de tirs compliqués. C'est possible aussi. Donc allons-y. Profil de tir des Cavs, 25 versus 26. Au niveau du panier, 15e l'an passé, 15e sur 30, 21e cette année. En chiffre brut, ils étaient à 31% l'an passé de fréquence de tir au panier. Donc 31% de leurs tirs étaient sous le cercle et 30% cette année. Donc le chiffre brut baisse, pas de grand-chose. Par contre, c'est vrai que le rang, par rapport à la concurrence, baisse un peu plus. On va dire de 15e à 21e, c'est pas non plus énormissime. Mais voilà, là encore, l'explosion du tir au panier, bref, on s'en fiche. Mais c'est à peu près le même chiffre. C'est à peu près. Ça baisse un peu peut-être, c'est à peu près le même chiffre. Et forcément, en miroir, on va dire, bon, mi-distance, 26,5%, 26 l'an passé, 26% cette année. Donc ça bouge pas du tout. Hein. Mi-distance, à la fois les short mi-distance, les flotteurs, aussi les longs mi-distance, les longs 2. Ça ne bouge pas. Et par contre, forcément, si ça bouge un chouïa au panier, mais pas tant que ça, et que le mi-distance ne bouge pas, ça veut dire que, nécessairement, ça bouge un peu plus à 3 points. Et en effet, 3 points, on était à 42,5 l'an passé de fréquence de tir à 3 points, 42,5 et 44% cette année. C'est d'ailleurs marrant de voir que 42,4 l'an passé, c'était 4e. 44% cette année, c'est 4e également. Voilà, donc pour le coup, je pense qu'il n'y a pas trop d'explications pour l'instant en termes de profil de tir. C'est-à-dire que, notamment, l'explication de tiens, ils sont en galère, ils n'arrivent pas à générer des bons tirs, par exemple en catch and shoot ou autre, et ils s'en remettent beaucoup à des longs 2, et c'est à cause de ces longs 2 que forcément l'attaque va un peu baisser. Non, j'ai dit les mi-distances en soi. Bon, je peux vous dire les longs 2 en particulier, 5,9%, donc très peu. L'an passé, 6,3%, c'est exactement pareil, quasiment. Et au contraire, les short mi-distance, il faut plutôt les ramener au panier, surtout. C'est-à-dire que l'an passé, c'était 20% de tirs dans la zone des flotteurs, 20,6%, cette année 19,7%, c'est pareil aussi. Donc on n'est pas non plus dans le cas où, par exemple, l'attaque serait moins bonne, et avant ils allaient beaucoup au panier, zone plus rentable, et cette année ils y vont moins, et ils sont obligés de s'arrêter un peu la zone des flotteurs qui est moins rentable. Non, il n'y a pas ça non plus. Donc, pour l'instant, en termes de répartition des tirs, ça a l'air assez correct. On est à peu près sur la même équipe que l'an passé. Efficacité à présent. L'an passé, au panier, 68%. Top 10, même 9e. Cette année, on n'est pas à 68, on est à 66,8. Donc, il y a 1% d'écart. Allez, on a combien ? On est à 1,3.
1,3% d'écart. Est-ce que c'est conséquent ou est-ce que c'est négligeable ? Je pense pas que ce soit conséquent. C'est peut-être pas négligeable non plus. Alors merci dans le royaume de Normandie, mais non, mais pour le coup, c'est pas non plus choquant. Il y a une petite baisse, surtout que, comme dit, l'NBA continuant et poursuivant son évolution de toujours plus 3 points et cercle, et surtout en termes d'efficacité, et voilà, la révolution se poursuit. En fait, l'écart est accentué en termes de classement, plus que de chiffres bruts. 9e cette année, 9e l'an passé, 16e cette année. Donc en effet, ils sont un peu plus moyens en termes de scorer au panier sur les tirs qu'ils ont générés au panier, là où l'an passé, ils étaient un peu meilleurs. Voilà. Les short mi-distance, donc la zone des flotteurs, ils étaient à 50,4% l'an passé, donc la zone des flotteurs premier de NBA. Cette année, 45%. Allez, 45,7%. Et vous voyez qu'on a perdu quasiment 5% d'efficacité dans la zone des flotteurs. Là, c'est significatif. D'autant plus que, comme on a dit, au final, ils prennent quasiment autant de flotteurs que de paniers. 30% sous le cercle, 20% flotteurs. Donc, c'est pas rien de une de ces zones du jeu où ça baisse un peu. Finalement, c'est peut-être, premier élément, assez significatif. Pour le coup, on verra le comment après, mais souvenez-vous, on avait une saison de folie de la part de Ty Jerome qui mettait 60% de ses flotteurs, ça aidait bien. Garland aussi était génial, il n'a pas beaucoup joué, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est une première piste. Mais est-ce que ça suffit à elle seule, les flotteurs, à expliquer l'énorme différence de offensive rating ? Je ne pense pas. Comme dit aussi, ce n'est que 20% des tirs des Cavs. Donc, en soi, ce n'est pas assez grand pour affecter à ce point l'offensive rating. Donc, la différence, c'est sans doute ailleurs. Bon, évidemment. Bon, sur les longs 2, on fait d'abord les longs 2 rapidement. Longs 2, ils sont même meilleurs que l'an passé. L'an passé, ils étaient à 39% sur les longs 2, c'est pas mal. Cette année, ils sont à 43%, c'est un peu meilleur. Voilà, mais comme dit aussi, ça représente littéralement 6% de leurs tirs, donc ça compte pas, ça n'affecte rien au final. Ils sont meilleurs que l'an passé, mais comme ils en prennent tellement peu que ça n'affecte rien. Par contre, on y arrive, le tir à 3 points. 38, quasiment 39% à 3 points l'an passé, 34% cette année. Autrement dit, deuxième meilleur de NBA l'an passé pour mettre ces 3 points, l'efficacité à 3 points. Cette année, 27e sur 30. Ils sont passés de quasiment deuxième meilleur à quasiment deuxième pire. Deuxième meilleur, quasiment deuxième pire. Il y a un écart qui est énormissime. Et donc, forcément, quand tu as affaire à une équipe comme les Cavs, qui, on l'a dit, rappelez-vous, en termes de fréquence, c'est quasiment un tir sur 2 les 3 points. Donc, on est à 44% de fréquence à 3 points. Quand sur la moitié de ton répertoire de tir, ton efficacité, elle chute énormément, là, oui, là, ça amplifie, ça affecte énormément ton jeu. C'est littéralement la moitié de ton répertoire sur lequel t'es pas bon. Forcément, tu es moins bon. Ça paraît assez logique. Surtout d'ailleurs, que dans le cas des Cavs, où on l'a dit, c'est pas une équipe qui va compenser beaucoup sur les lancers francs. Donc, finalement, leur attaque provient aussi beaucoup de est-ce qu'ils mettent leur tir ou pas. On l'a dit, ils sont 22e en termes de lancers francs, et c'est que 20 lancers francs par 100 possessions. Voilà, il y a d'autres équipes, par exemple, vous prenez Prime Sixers de Embiid ou les Suns de nos amis Durant, Booker, etc. Ils étaient premiers de NBA sur les lancers francs. C'était une partie ultra importante de leur jeu. Donc l'adresse ne racontait pas toute l'histoire. Parce que l'adresse, les tirs sur lesquels il y avait faute, ces tirs-là n'étaient pas comptés dans le box score comme des tentatives de tir. Donc, pas contenus dans l'adresse. Alors que les lancers francs racontaient aussi une grosse partie de l'histoire. Là, non. Là, pour le coup, non. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a appris à ce stade-là ? Je peux vous le dire, c'est que la grosse différence, c'est le fait de mettre les 3 points ou pas. Donc là, au final, question directement, est-ce ou pas une question de pure et simple chance ? Est-ce qu'on n'est pas sur le cas d'école de l'échantillon est peut-être un peu petit, ou on n'a pas eu non plus une saison complète. Et donc pour l'instant, côté un peu aléatoire, nos amis des Cavs, ils shootent pas bien, et c'est juste la faute à pas de chance. En tout cas, c'est une conjecture qu'on peut formuler à ce stade de nos recherches. On va essayer ensuite de l'infirmer ou la confirmer. Mais avant ça, juste peut-être finissons un peu le côté stade plus général peut-être. Donc, notamment demi-terrain et transition. Demi-terrain, forcément, ils étaient premiers l'an passé sur demi-terrain avec 106 points par 100 possessions de demi-terrain. C'est fabuleux. Être déjà au-delà des 100 points sur du demi-terrain, c'est la folie. Alors là, être à 106, c'était la folie furieuse. Ils étaient premiers de NBA de loin. Cette année, ils sont 14e. De 106 à 97
points par 100 possessions de demi-terrain. Donc ils se prennent 10 points dans les dents. 10 points dans les dents de demi-terrain, c'est énormissime. Et donc voilà, ils passent de premier à 14e. Toujours pas cata, hein, c'est pas nul, c'est pas cata, mais ils étaient élites. Ils sont dans la moyenne à peine. Mais comme dit, ça c'est peut-être... là encore, c'est peut-être juste, sur demi-terrain, ils mettent pas leurs 3 points. Hein. C'est peut-être juste ça. Mais voilà, je finis quand même le tableau complet. Au niveau des putbacks et des rebonds offensifs qui sont un peu liés au demi-terrain, il n'y a pas tant que ça de changement. Ils prennent un peu plus de rebonds, mais c'est pas significatif, on en a déjà parlé. Et sur la transition, c'est aussi assez important, notamment. Transition, ils en font un peu plus que l'an passé. Sur le site de Clean the Glass, on complétera avec NBA.com, vous allez voir, mais sur Clean the Glass, ils étaient à 14,6%, voilà, 14% de fréquence de transition, ils sont à plus de 16. Donc ça augmente un peu, c'est vrai, de 22e de NBA à 6e, ok, mais vous voyez bien que 16% ou 14%, on parle d'une quantité de possession qui est pas si grande que ça. Hein, 16% de toutes les possessions. Donc là encore, bon, c'est pas non plus énorme. Et en termes d'efficacité sur transition, on en parlera tout à l'heure parce que j'aime pas trop les stats de Clean the Glass. Mais bref, on y reviendra. Voilà pour le tableau complet de l'attaque. Merci le site de Cleaning the Glass, qui est un site payant malheureusement pour tout ça, mais bon, c'est pas très cher. Moi, je vous encourage à le prendre si ça vous intéresse. Mais pour le coup, poursuivons l'enquête. On a formulé une conjecture. Ne serait-il pas simplement sur le fait de pas mettre des 3 points, alors comment tu les mettais? Donc là, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça ou pas? Ce qui peut être intéressant, c'est est-ce que l'efficacité est influencée par le profil de tir? Et là, vous allez me dire, mais attends, on a déjà parlé de profil de tir. On a parlé de fréquence générale. Mais est-ce que la qualité des 3 points ne serait pas possiblement un peu différente? Est-ce que, par exemple, une des raisons pour lesquelles ils passent de 38 ou 39 collectivement à peine 34, c'est que l'an passé, ça tournait bien, donc on générait beaucoup de tirs grands ouverts, alors que cette année, on s'empâte un peu plus dans une attaque qui bouge pas assez, il y a des contre-moves, de la défense, etc. Et donc les tirs sont aussi de moins bonne qualité, ce qui ferait que l'efficacité baisse. Est-ce qu'on est là-dessus? Donc là, outil statistique, vous remarquez à quel point c'est génial en NBA parce que toutes les données sont, enfin une grande partie est quand même gratuite et accessible facilement. C'est franchement, la NBA fait quand même beaucoup de trucs pas très bien. Là-dessus, ils sont quand même très forts. Ils sont quand même très très forts et merci à eux pour le coup. Donc, allons-y, notamment dans les fameuses tracking data de NBA.com. Tracking data, c'est des caméras de tracking, littéralement de mouvement, qui capturent les données à tout instant, le positionnement du ballon, des joueurs, etc. Et donc ça capture plein de données pour nous retranscrire ensuite. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est à quel point les 3 points étaient ouverts ou grands ouverts. Et donc, NBA.com, catégorie team, catégorie shot dashboard, je vous le dis comme ça si vous avez envie d'aller voir aussi. Catégorie ensuite closest defender, à quel point le défenseur était proche ou pas. Et là-dedans, on met pas les tirs complètement fermés, on met les tirs wide open, où le défenseur se tenait à plus de 6 pieds du shooter, des Cavs, au moment du shoot. L'an passé, on va pas regarder l'efficacité pour l'instant, on regarde juste le volume. L'an passé, 20,4 tirs wide open par match, donc 23 points grands ouverts générés par match. Cette année, 20,1. 20,4, 20,1. On est sur exactement le même total de tirs grands ouverts à 3 points. Donc, en vérité, on n'a pas une qualité de tir qui a tant changé que ça sur ce côté tir grand ouvert. On peut enchaîner avec les autres catégories aussi, mais ça va être un peu redondant, vous allez voir. C'est-à-dire que sur les, non pas wide open, mais sur les open, où le défenseur n'est pas à plus de 6 pieds, mais entre 4 et 6 pieds, l'an passé, 16,5 3 points ouverts. Cette année, on est même à 20 3 points ouverts. De 16 à 20. Donc même ça augmente un peu. Donc là, techniquement, il faudrait peut-être se dire que, ah oui, d'accord, donc en fait, on a plus de tirs de meilleure qualité, c'est quand même censé être mieux, pour le coup. Et puis on peut terminer peut-être avec les tirs qu'on peut appeler de contestés, les tirs où le défenseur est entre 2 et 4 pieds. Je vous épargne la catégorie entre 0 et 2 pieds, c'est-à-dire très très proche, et parce qu'il n'y en a quasiment pas, l'échantillon est ridicule. Mais cette année, les tirs à peu près contestés, voire semi-contestés, 3,4 par match cette année. L'an passé, des tirs comme ça, où le défenseur était très proche, 4,3. Donc, ça ne bouge pas tant que ça. Donc, en fait, en vérité, la conjecture comme quoi, peut-être ça pourrait être la qualité des 3 points qui est différente, on se rend compte que, bah non, pas tellement en fait. Pas tellement. On a même, en un sens, un peu plus de tirs ouverts que l'an passé. Les grands ouverts, ça change pas. Et les ouverts, ça augmente un peu. Ils ont quelques tirs de plus ouverts. Donc en fait, ça n'explique pas du tout la différence, et même c'est l'inverse. Donc, ce n'est pas à chercher sur la qualité des tirs, à mon avis, je ne pense pas.
c'est peut-être très simplement sur l'aspect de à quel point est-ce qu'ils les mettent ou pas, ces tirs. Et donc là, on retombe sur notre hypothèse précédente qui était, est-ce qu'on ne serait pas sur, possiblement, simplement, l'aspect de, ils ont les mêmes tirs, d'à peu près la même qualité, mais l'an passé, ils étaient un peu en feu à 3 points, et cette année, ils ne le sont pas. Et honnêtement, je pense qu'on est là-dessus. Je pense que c'est ça le constat. Alors après, le pourquoi, vous allez voir que c'est peut-être pas totalement de la chance, on va en parler, mais en tout cas, je pense que c'est la conclusion du constat auquel on peut arriver. La différence majeure est quasiment la seule par rapport à l'an passé, c'est le fait qu'on a le même profil de tir, le même profil d'attaque en termes de turnover, rebond, lancer franc, etc. Donc on a à peu près la même équipe en termes de process, mais l'an passé elle mettait les 3 points. Cette année, elle ne les met pas. Ça paraît bête et ça paraît nul comme explication. On aurait envie de dire mais qu'est-ce qui se passe chez les Cavs ? Ils sont moyens, mentalement ils développent pas leur jeu. Bon, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on soit trop là-dedans. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit sur ils bégayent leur basket parce que finalement ça marche pas. Donc c'est forcément que ça bégaye le basket, c'est que ça joue pas aussi bien qu'avant. On développe pas les mêmes sets, il y a pas la même fougue, la même énergie. J'avoue que j'irais pas forcément sur cette hypothèse. Par contre, c'est vrai que la différence entre les tirs rentrés ou les tirs pas rentrés, elle est énorme. Juste pour terminer, un point important, je parlais de transition tout à l'heure. Regardons un peu la transition sur NBA.com plus que sur Cleaning the Glass, je préfère. Mais en effet, c'est un aspect où, on a dit, ils ont baissé un peu sur demi-terrain. En termes de fréquence de transition sur Cleaning the Glass, ça avait l'air de monter un peu. Sur NBA.com, on est à l'an passé 17,5 possession de transition. Cette année, 18,7. Donc en effet, ça monte un peu. Ok. Mais surtout, en termes d'efficacité sur transition, 1,20 points par possession sur transition, 1,20. Cette année, on est à 1,12. Et donc évidemment, plus que les stats brutes, qu'est-ce que ça signifie à présent ? L'an passé, c'était tout simplement la meilleure équipe de NBA qui scorait le plus efficacement sur de la transition. 100e centile. Cette année, ils sont 41e centile. Donc à peine mieux que l'an passé, 100e, mieux que 100% des équipes NBA. Cette année, 41e centile, mieux que 41% à peine des équipes NBA. Et donc, 41%, donc grosso modo, autour de la 24e place à peu près de NBA, de premier à 24e. Donc là, effectivement, ça baisse beaucoup. Et c'est aussi là-dessus où on met tout ensemble, puisque dans cette transition, les Cavs shootaient à 3 points. La contre-attaque, c'est pas juste les 3 contre 0 après une perte de balle et hop, on file au panier. Non, dans le jeu moderne et plus on avance, vous le savez, plus on prend de 3 points en transition, en contre-attaque. Donc forcément, ça, c'est aussi un domaine où le manque de 3 points affecte les Cavs. C'est demi-terrain, mais aussi donc sur du jeu de transition. Et donc, c'est vrai que moi, il y a un point sur lequel on peut s'attarder, c'est que parfois, et même souvent, il y a un côté parfois d'ajustement par rapport à une attaque. Ça arrive souvent qu'il y a une attaque un peu surprise qui sort de nulle part, et là, on se dit, waouh, on s'attendait pas à ça, elle performe extrêmement bien, et l'année d'après, on se dit, mais mince, c'est un peu l'effet de surprise est passé. Et concrètement, comment ça se passe, c'est qu'il y a un côté scouting, les équipes en face qui sont habituées, désormais, il n'y a plus l'effet de surprise, et donc elles scoutent mieux, et notamment, elles arrivent à mieux bloquer ce que fait l'attaque. En l'occurrence, si vous prenez l'exemple des Kings en 2023, on l'avait détaillé à l'époque, c'était totalement ça. Les Kings, avec la Princeton Offense de Mike Brown, avec Sabonis et Fox, ils font une meilleure attaque de NBA en 2023, avec des schémas très surprenants et qui marchaient. Mais que s'est-il passé déjà dès les playoffs 23, mais surtout en 24 ? En fait, l'attaque devient moyenne. Pourquoi ? Parce que les équipes ont compris que, ok, en fait, il y a juste besoin de bloquer l'accès au panier et les cuts n'existent plus dans cette attaque Princeton des Kings. Et donc, en bloquant la fréquence de tir au panier des Kings, l'attaque s'était totalement effondrée. Et donc là, c'était pas une question aléatoire. C'était ajustement tactique vis-à-vis de l'effet de surprise. Là, en voyant le profil de tir, vous voyez qu'on n'a pas trop ça. Alors que l'attaque des Cavs, c'est une attaque de cut, d'animation, etc. Et pourtant, c'est une équipe qui, globalement, en termes de fréquence et efficacité au panier, ça bouge pas trop. Donc là, je pense que, mini parenthèse, mais on va la refermer, je pense pas qu'on soit dans ce cas-là des Kings 2023, par exemple, de une attaque surprise, que ensuite on arrive à contrer avec la connaissance de « Ah, ok, en fait, ils font ça ». Je pense qu'on n'est pas trop là-dessus. Donc, l'argument de « Ils ont surpris tout le monde en 25, et en fait, ça y est, la magie n'opère plus », je pense vraiment que c'est pas ça. Je pense pas que ça soit la solution à notre problème. Je pense juste que le problème est ailleurs, mais pas dans le méga ajustement de la défense.
Donc ça, c'est le quoi. Ils flouent comme avant, mais ils mettent pas leurs 3 points, alors qu'avant, ils les mettaient. Maintenant, le pourquoi, c'est là où c'est intéressant. C'est là qu'on peut trouver solution ou pas, c'est là qu'on peut trouver est-ce qu'on a des défauts inhérents ou pas, est-ce que c'est de la chance, ou est-ce que c'est du talent, est-ce que c'est du coaching. Bon, pour le coup, je pense qu'il y a une question qui est très simple, qui est le fait que nos amis des Cavaliers pratiquent les mêmes schémas de jeu, mais pas forcément avec les mêmes joueurs. On est sur le cas des Cavs, ça paraît assez trivial et presque le principal, mais il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures avec les Cavs, donc notamment un mec comme Garland n'a pas été là, il a fait que 12 matchs cette année, Garland, et il était à Garland, il est 9e plus gros minutage des Cavs pour l'instant, 360 minutes à peine, là où par exemple Mitchell il est déjà à 900. Donc voilà, Garland est le meilleur shooter de cette équipe. Cette année, il est moins là. L'an passé, il était là à 40% sur 7 par match, pull-up et catch and shoot. Pour le coup, j'ai pas dit oui. J'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai juste regardé les 3 points ouverts ou grands ouverts. Mais ça pouvait être à la fois en sortie de dribble ou en catch and shoot. Là-dessus, on n'a pas discriminé, la séparation n'est pas faite. C'est juste à quel point le tir est ouvert ou pas. Donc en fait, le moyen, presque, on s'en fiche, mais peut-être ce sera à vérifier aussi à quel point on est pull-up versus catch and shoot. D'ailleurs, je peux le faire de suite. Vu que j'avais un peu oublié de le faire, je peux le faire de suite. Mais en fait, vous allez voir que la différence n'est pas du tout significative pour le coup, puisque nos amis des Cavs, en termes de catch and shoot, l'an passé, ils étaient parmi les plus hauts totaux de NBA. 27,5 catch and shoot par match, l'an passé. 27,5. Et cette année, ils sont à 29,8. Voilà. Donc, ils ont même plus de catch and shoot. Et donc je peux compléter, vous allez voir, pareil pour les pull-up à 3 points, donc ça c'est les stats de NBA.com. Les pull-up à 3 points cette année ils sont à 14 par match, 13,8 pull-up à 3 points par match. L'an passé ils étaient déjà pareil 13,8. Donc vous voyez, j'ai disséqué un peu entre ouvert pas ouvert, ça change pas, mais pareil pour donc pull-up et catch and shoot, donc il n'y a pas des réussites de tir attendues différentes, je veux dire. Bref, fin de la parenthèse. Donc je dis, Garland l'an passé était souvent là. Et Garland shootait à 40% sur 7 par match. C'est-à-dire que sur toute l'année, sur tous les 3 points, il en a tenté plus de 500 l'an passé. Donc 500 tentatives, 529 à 40%, ça aide l'équipe. Cette année, non seulement il n'est pas là, donc il ne peut pas les mettre comme l'an passé, mais en plus, les rares fois où il est là, pour l'instant, Garland, il les met à 29% les 3 points. Bon, c'est pas significatif, parce que, comme dit, c'est pas son vrai niveau, donc c'est pas significatif dans ce prisme-là de qu'est-ce qu'il vaut, parce que petit échantillon, etc., 12 matchs, même pas 100 tentatives cette année, mais en tout cas, pour les 100 qu'on a eu, en tout cas même les 80 qu'on a eu, 78, actuellement, ça participe au fait que on a un mec qui était un bon shooter l'an passé qui n'est plus là, et qui en plus, même quand il est là cette année, il les met pas. Et même si c'est pas son vrai niveau, et même s'il faut pas extrapoler à partir de cette stat, en tout cas, quand on mesure ce qui s'est passé juste pour l'instant, c'est vrai que c'est une absence assez énorme. L'autre absence, elle est facile, c'est celle de Ty Jerome aussi. Et Ty Jerome, il a fait l'année de sa vie. On l'a bien dit à plein d'égards l'an passé. Ty Jerome qui était un talent premier tour, mais qui s'était un peu perdu, qui était devenu journeyman, et qui de nulle part avait re-émergé comme quelqu'un de absolument fantastique l'an passé en termes d'efficacité. Les flotteurs, totalement absurdes, mais même à 3 points. C'est-à-dire qu'on était à 44% à 3 points l'an passé. 44 sur 3 par match. Bon, c'était pas énorme, mais c'est vrai que ça a aidé. Et en termes de total, on n'était pas à 500, on était à 250. Mais vous voyez que déjà, on a réussi à rassembler à peu près 700, 750 tentatives à 3 points de l'an passé qui étaient mis à un taux d'élite, voire d'ultra-élite. 44%, c'est la folie. Et qui, cette année, sont absents, ces mecs-là. Également, autre personne blessée malheureusement cette année, Sam Merrill. Sam Merrill qui a fait un petit début de saison, mais qui était là, je veux dire, en début d'année, mais qui là a été assez blessé dernièrement. Donc Sam Merrill aussi, shooter d'élite, pour le coup, il est mis à 44% cette année, mais 12 matchs. 12 matchs à peine pour Sam Merrill. Donc, forcément, les tirs sont pris par d'autres. L'autre, c'est Lonzo Ball. Lonzo Ball a fait 21 matchs. Pour l'instant, il est à 25% à 3 points, Lonzo. Et Lonzo, il peut shooter beaucoup mieux. Donc, encore une fois, la stat, il ne faut pas extrapoler pour dire « Ah, il a perdu le 3 points ». Non, c'est juste que ça n'a pas eu le temps de se normaliser. Et c'est un shooter qui est autour des 38 ou 40 même, plutôt. Mais là, pour l'instant, il ne les met pas, Lonzo. Pareil, Dean Wade, qui fait une bonne saison l'an passé, en poste 4, un peu shooter, au large, comme on dit. Dean Wade, cette année, 30%. Evan Mobley, 4 par match, c'est pas rien. Il les met à 35% aussi. 35. Alors que l'an passé, Evan Mobley, 37, ça va. Il n'y a pas non plus une différence énorme. Donc Mobley, pour le coup, c'est pas lui qui participe à cette différence. Mais autre candidat, Mitchell. Mitchell l'an passé 37 à 3 points sur 9 par match. Et cette année à 10 par match, 38. Donc, Mitchell non plus. Lui, ça change pas trop.
voyez qu'il y a ce côté où la star, finalement, elle fait presque même un peu mieux que l'an passé. Donc c'est pas la star en fait le problème. C'est aussi pour ça que je fais exprès de détailler tout ça, parce que c'est à peu près pour moi le même effectif, le même supporting, la même équipe en termes de fond de jeu, en termes de les cuts, en termes de les systèmes, etc. C'est à peu près le même profil de tir à l'arrivée en plus. C'est pas comme si, tiens, il manque un joueur, donc on n'arrive pas à aller sur tel spot, on n'arrive pas à obtenir tel tir. C'est à peu près les mêmes qualités de tir aussi, ouvert versus pas ouvert. Et en fait, c'est autour que ça va pas. C'est un peu autour que ça va pas, et c'est autour que l'an passé, on était sur une saison de role-player des Cavs qui était fabuleuse, pour le coup, en 2025, avec donc Ty Jerome, 44%, Max Strus aussi. Max Strus qui était là l'an passé, 39% sur 6 par match. Max Strus, je crois, n'a toujours pas joué cette année. Donc forcément, quand tu as un shooter qui était un shooter un peu sorti d'écran et un vrai bon shooter l'an passé, et que tu n'as plus, ça veut dire que les tirs, on a dit, même quantité de tirs, mais donc ces tirs-là vont être pris par des mecs moins forts. Très, très basiquement. L'an passé, pareil. Bon, sur la fin de saison qu'il avait fait aux Cavs, Hunter était à 42%. Et Hunter, un peu talent de shoot un peu sous-estimé. C'est pas non plus, c'est pas la folie, c'est pas JJ Redick, mais il y a quand même un bon petit toucher. Pour l'instant, Hunter il est à 30%. Et là encore, c'est pas son vrai niveau, DeAndre Hunter. Le 42 non plus, c'était pas totalement son vrai niveau, évidemment, mais le 30% non plus. Hunter, il est à 36 ou 37 en carrière. Donc voilà, c'est un vrai bon shooter, mais qui pour l'instant, panne. Voilà. Hunter, panne. Garland, panne, parce que aussi blessure, je pense. Sam Merrill, génial, mais pas là. Lonzo Ball, panne. Dean Wade. George Niang aussi. C'est vrai qu'on oublie, mais Niang, l'an passé, shooter d'ultra giga élite, qui fait 50 matchs chez les Cavs de l'an passé. Il a aussi beaucoup aidé. Alors je sais qu'il était critiqué parce qu'il savait pas tout faire, George Niang, la défense, etc. Il avait des faiblesses, d'accord. Mais sur ce point de vue-là, c'était un shooter qui était à 40%. Donc au final, vous voyez que j'ai fait un peu exprès de détailler un peu tout le processus pour dire que soit les role-players sont en panne totale et que c'était pas attendu, soit les mecs sont absents, et puis il y a aussi en fait très basiquement le fait que, vu tous les mecs que j'ai dit qui étaient là l'an passé pour prendre les tirs et qui ne sont plus là, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui les prennent ces 3 points, vu que le volume n'a pas changé. Donc qui prend les 3 points désormais? D'abord, le premier s'appelle Jalen Tyson, qui est un mec du premier tour de l'an passé, qui n'a pas trop joué en 2025, mais lui, il n'y a pas de souci. Lui, il s'est fait drafter justement pour son talent de shooting pur. Il est même un peu costaud, pas très mobile, mais assez intéressant, je trouve, tout de même. 46% cette année. 46 sur 5 par match, sur 4,5. Lui, c'est pas le problème. Lui, c'est un role-player qui arrive et qui reprend un peu cette charge-là. Mais on a dit, la charge à reprendre, elle était très grosse. Donc, qui d'autre a repris des tirs? Donc Lonzo, on a dit, il a repris des tirs, mais il est en panne totale. Mais sinon, Craig Porter Jr., qui est un défenseur, qui reprend ces tirs-là. Mais pour le coup, on peut pas trop lui le pointer du doigt ici, parce que Porter, déjà, il en prend très peu, 1 par match. Donc en 25 matchs, il a tenté 25, ou allez, une trentaine, je pense, cette année. Mais il les met cette année. Donc là-dessus, rien à dire. C'est pas Craig Porter. Par contre, ils ont été repris aussi un peu par Nequan Tomlin, 2 par match, qui est, on a parlé un peu dans une hebdo il y a pas longtemps, qui est un top défenseur, très grand, très long, longiligne, intéressant en connecteur, mais le shoot est pas là, il les met pas. Larry Nance, il les prend, il les met pas non plus. Il est arrivé, Larry Nance, c'est en tant que intérieur au large, mais il les met à 30% cette année, lui aussi, 2 par match. Proctor, le rookie Tyrese Proctor, qui est intéressant, mais 3 par match, 30%, donc catastrophique aussi au niveau du shoot pour l'instant. Et Thomas Bryant aussi dans la rotation un peu, qui est à 23% pour l'instant sur 1,5 par match. Donc, là encore, quel constat on fait de ça? Le constat pour moi, c'est les stars, ça change pas trop. Mitchell, Mobley. La star qui a changé, mine de rien, c'est Garland. Et ça, faut voir à quel point il peut revenir en forme ou pas, parce que on sait que Garland blessé, on a déjà connu la saison 2024 où la blessure à la mâchoire avait fait qu'il shootait mal partout. Mais donc à part Garland, c'est quoi l'histoire? C'est qu'on a des role-players qui sont pas les mêmes qu'avant. Soit des top shooters partis, soit des mecs qui actuellement sont là et mettent pas les tirs. Donc là, qu'est-ce qu'on pense? On se dit, premièrement, l'attaque fonctionne aussi parce qu'il y a du shoot et que là, sans le shoot, ça marche pas. C'est possible. Deuxièmement, est-ce que ça va se normaliser avec une saison complète? Je pense qu'on peut un peu s'y attendre, que peut-être Hunter ne finisse pas l'année à 30% et Lonzo Ball aussi. Peut-être que ces mecs-là, qui ont quand même un bon volume, peuvent remonter autour des 35, 36, 37, peut-être 38, je sais pas, si vraiment ils sont en feu en deuxième partie d'année. On peut s'y attendre. Voilà. On peut aussi s'attendre à ce que Sam Merrill revienne, et plutôt que soit Proctor ou Larry Nance qui prennent des 3 points, ou Craig Porter, ça va être Sam Merrill. Donc ça pourrait aider aussi.
Pareil pour Max Strus. Peut-être que plutôt qu'avoir Lonzo Ball qui prend autant de tirs ou Dean Wade, tiens, Max Strus, boum, il prend, il les met à 39%. Ça pourrait aider aussi. Donc vous voyez que au final, il n'y a peut-être pas tant que ça de raison de paniquer par rapport aux Cavs. Est-ce qu'ils seront capables de redresser la barre et avec une normalisation de remonter au niveau de l'an passé? Je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même des éléments non remplaçables et non remplacés surtout, que sont Ty Jerome et que sont George Niang. 2 shooters d'élite, voire ultra-élite, qui sont partis, que tu n'as pas vraiment remplacé numériquement. Tu en as pris d'autres. Tu as pris Lonzo Ball, qui peut avoir d'autres atouts en termes de connecting et en termes de défense en playoff, même plus que Ty Jerome, largement plus. Donc c'est intéressant. Avoir le jeune Jalen Tyson, qui peut être intéressant aussi, etc. Donc c'est pas catastrophique au général. Mais sur ce truc du tir, est-ce qu'ils vont pouvoir redresser la barre au point de remonter top 3 ou top 1 de NBA? Je pense pas. Et donc la question, ça va être aussi de voir finalement, quand tout ça va revenir tranquillement à la moyenne et qu'il n'y a pas trop de raison de paniquer pour l'instant, et qu'ils vont recommencer à mettre des tirs, et que les matchs donc vont être plus facilement gagnés, au final, on pourrait avoir une bonne équipe, voire même une très très bonne équipe. Est-ce qu'il existe aussi la possibilité que non, tout bloque et que toute l'année, la gâchette est enrayée pour tout le monde? Peut-être aussi, mais ça me paraît pas probable, ça. Voilà, c'est un peu l'idée aussi du jour, c'est de dire il n'y a pas forcément raison de paniquer outre mesure. C'est un peu le cycle normal. 25 matchs, pour l'instant, c'est pas trop rentré. 25 matchs, c'est que des petits échantillons pour chaque joueur. Pour l'équipe, on peut dire oui, mais attends, en 25 matchs, ils ont déjà shooté, alors combien, je vais vous dire. Pour l'instant, ils ont déjà shooté 1200 tentatives. Et tu nous dis toujours que 1200 tentatives, c'est un échantillon assez gros pour être fiable, etc. Oui, mais au final, c'est aussi l'accumulation de petits échantillons. Et en l'occurrence, c'est la faute à pas de chance, c'est comme ça, mais tous ces petits échantillons, pour l'instant, indépendamment, sont tombés du mauvais côté de la pièce, quoi. Lonzo Ball, Dean Wade, DeAndre Hunter, Garland, etc., quoi. Donc, Larry Nance aussi, pardon, qui est important, même des mecs qui shootent moins, des Proctor ou des Bryant aussi non plus. Donc, on a un peu cette coïncidence où tout le monde shoot mal. Et j'ai pas l'impression qu'en match, ce soit une raison tactique. Après, mine de rien, c'est pas non plus si simple que ça, dans le sens où le shoot, c'est un peu une boîte noire. C'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop comment ça marche. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un mental qui est assez important. Donc, il ne faut pas non plus juste dire, tiens, par le pouvoir des mathématiques, on s'en fout de tout et ça va remonter. Et oui. Mais après, il y a aussi l'aspect de qu'est-ce qu'on fait si on commence à rentrer dans un engrenage mauvais et très mauvais de le joueur qui doute beaucoup parce qu'il n'est pas en réussite, et du fait de douter parce qu'il était dans le passé pas en réussite, dans le présent et dans le futur, ce doute va lui causer aussi de louper. Donc en plus, il y a aussi un effet, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Un effet cumulatif de mince, après, non pas 25, mais après 30 matchs ou 35 ou 40, il est encore en échec, et donc pour ceux d'après également, etc. Donc il y a un côté boîte noire et mental à jamais sous-estimer. Surtout, d'ailleurs, sur des role-players qui n'ont pas le même volume et qui n'ont pas le même statut aussi. Donc, je peux imaginer un mec comme Dean Wade se dire mince, ma place dépend aussi de ça, et tomber dans cette espèce de spirale négative, on peut le dire comme ça. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même de bons espoirs à avoir. Et pour vous dire, là, je parle de stats un peu globales. Je peux vous dire que récemment, je fais ce podcast parce qu'ils ont perdu contre Charlotte en overtime, c'est un peu la honte, et contre Chicago. Voilà, et qu'ils ont gagné de 4 points contre les Wizards, absolument infâmes. Voilà, donc là, la série de 3 derniers matchs c'était vraiment pas beau. Bon, il se trouve que, pour ne pas parler en moyenne de toute la saison, par exemple, là, ils viennent d'enchaîner leur 6e match à moins de 30 ou 31, 33% à 3 points. Ils ont fait 1 à 33%, c'était contre les Spurs. Ils ont perdu contre les Spurs le 5 décembre 2025. Et sinon, c'est 25% contre les Blazers, 24% à 3 points contre les Warriors, 28% contre les Wizards, 31% contre Charlotte, 31% contre Chicago. Là, vous voyez bien que quand on détaille match par match, non pas une moyenne globale, un match en général où tu shootes à ce point mal, tu perds. Et donc, quand ça se répète match après match, on peut comprendre que ça perde autant de matchs. Ce que je veux dire, c'est que peut-être il y aura des périodes dans la saison où ça va remonter, et pendant 5, 6, 10 matchs d'affilée, ils vont shooter soit à 35-36, ne serait-ce que ça, soit même parfois à 40, 42, et que d'un coup, ça va gagner, quoi. Ça serait pas non plus totalement anodin. Après, je dis ça, mais je pense qu'il y a aussi globalement un autre problème, un problème de blessure peut-être plus global, de création de jeu en un sens, parce qu'il y a aussi des matchs, juste avant cette mauvaise série, ils shootent bien contre les Pacers, ils gagnent, mais c'est que les Pacers, ils shootent bien contre Boston,
ils perdent. Ils shootent très bien contre Atlanta, ils perdent alors qu'il n'y a pas Trae Young. Mais bon, voilà, en général, on va dire que dans cette NBA où il y a une telle fréquence à 3 points, que tu sois à 32% ou à 38-39, ça change énormément. Vous voyez, ce différentiel de pourcentage, il s'applique non plus comme il y a 15 ans sur 20 tirs, mais parfois sur 30, 40, 50, quoi. Donc les raisons, c'est parfois que de l'aléatoire, parfois pas, mais parfois ce n'est que de l'aléatoire, mais donc de l'aléatoire avec une amplitude énorme désormais, parce que c'est sur plein de tirs. Et quand tu as un niveau d'équipe, alors je dis pas qu'ils sont aussi bons que l'an passé, hein, et peut-être que l'an passé ils s'étaient vus meilleurs qu'ils étaient parce que en réussite au tir, alors qu'en vrai ils étaient moins forts, peut-être aussi, hein, peut-être que c'est aussi l'an passé qu'il faut nuancer vers le bas, vis-à-vis de cette sur-efficacité à 3 points de l'an passé, peut-être aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste, je pense, une bonne équipe, mais donc quand tu affrontes d'autres bonnes équipes, et que eux, ils ont peut-être un bonus, ou même juste ils shootent normalement, et que toi non, il y a le niveau d'écart entre des équipes est parfois pas si grand que ça, que c'est simplement ça qui fait la différence en partie. Ça peut paraître assez bête, mais c'est un peu ça. Je pense notamment au match contre les Raptors. Bon, je pense que je suis pas forcément hyper fan des Raptors, j'aime beaucoup, hein, mais je pense pas que ce soit une équipe d'élite, les Cavs non plus, mais voilà, ils ont perdu 3 fois contre les Raptors cette année. Une fois en peut-être 31 octobre, une autre fois quelques jours plus tard, le 13 novembre, ils ont perdu encore récemment contre les Raptors, c'était le 24 novembre. En fait, vous regardez à chaque fois, quasiment ils shootent mal contre les Raptors. Et comme dit, hein, soit c'est du hasard, soit il y a une question aussi de spirale négative, qualité de tir, non, on a dit, a priori non, mais peut-être une question de mental, donc c'est un peu de leur faute entre guillemets, donc il y a peut-être des causes, c'est pas juste du hasard total, mais donc les Raptors, je peux vous dire, le match contre les Raptors du 31 octobre, ils shootent à 30% à 3 points contre cette équipe qui donc est de niveau, je pense, pas si loin que ça, mais donc si eux ils ont un malus alors que les Raptors non, bah au final ils perdent, c'est un peu ça qui fait la différence. Le match du 13 novembre contre les Raptors, ils shootent à 24% à 3 points, et donc forcément Toronto va gagner. Et puis le match un peu plus récemment là contre Toronto, pareil, 27% à 3 points. Et comme on a bien détaillé, c'est pas une question de contester, pas contester, hein, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, hein, si on dit oui mais les Raptors parce qu'ils défendent bien le périmètre, d'accord, qu'est-ce qu'on fait alors du fait qu'ils ont shooté aussi à 28% contre Washington a bien défendu, je suis pas sûr, mais donc voilà, faut essayer un peu d'enlever cette corrélation qui n'existe pas vraiment, en tout cas pas au point auquel on pense, entre contestation de tir et efficacité. Donc voilà pour aujourd'hui. La leçon, la morale de tout ça, c'est on espère que Garland va revenir et on espère que ça va se normaliser au niveau des role-players, mais il n'y a pas, je pense, d'inquiétude outre mesure à avoir. On n'aura pas une équipe peut-être pas d'élite avec une telle locomotive offensive. Est-ce qu'il y a des moves à faire? Oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des blessures? Ça peut-être, parce que c'est facile de dire les shooters vont revenir, mais encore faut-il qu'ils reviennent et en forme, hein, pour le coup. Mais il n'y a finalement pas tant que ça de différence à l'an passé, et peut-être qu'aujourd'hui on les voit très négativement parce qu'ils ont un peu un manque de chance. Et cela dit, en conclusion peut-être pour ce sujet, une fois qu'on a fait aussi le quoi et le pourquoi, donc grosso modo le 3 points et la différence par rapport à l'an passé, c'est déficitaire et ça va revenir peut-être ou peut-être pas, dans quelles des proportions, ok, ça on a déjà parlé. Mais maintenant, il y a peut-être la question plus générale, on va dire, de est-ce qu'on n'a pas affaire à une équipe des Cavs trop dépendante du 3 points? Et c'est vrai que moi, usuellement, j'aime pas trop cet argument parce que c'est souvent mal utilisé dans le sens, c'est un peu des gens qui regrettent c'était mieux avant, quoi. C'est un peu ce côté-ci, ouais, il y a trop de 3 points NBA, le 3 points c'est nul, c'est pas du basket, voilà. Vous voyez un peu ce type d'argument, et c'est plutôt dans ce prisme-là que l'argument une équipe est trop dépendante du 3 points, ça peut avoir tendance à réapparaître. Cela dit, je pense que dans ce cas précis, c'est pas totalement dénué de sens, mais en fait, je pense que les Cavs, entre guillemets, sont trop dépendants du 3 points, mais pas parce qu'ils en prennent beaucoup du 3 points, mais plutôt parce que ils sont pas capables de faire autre chose. Donc là encore, c'est pas le 3 points pour le 3 points, ou c'est pas le 3 points en soi qui est mauvais. Ce qui est, entre guillemets, mauvais, c'est de savoir faire à peu près que ça. Là, je parle dans des standards d'équipe d'élite, hein. Je parle pas en général, parce que ça reste une bonne attaque. On a dit top 11, 12, je sais plus, mais voilà, c'est ça un peu le problème. Et d'ailleurs, les Cavs font aussi un peu penser à une équipe comme Boston. Le Boston, pendant des années, on a dit, voilà, c'est une équipe avec beaucoup de spacing, parmi les premiers de NBA ou les premiers pendant longtemps, mais pas assez de drive, pas assez de fréquence de drive, pas assez de mecs qui peuvent driver jusqu'au panier. Est-ce que même on se dit, c'est pas rédhibitoire, ce genre de choses pour aller jusqu'au titre? Bon, au final, ça ne l'a pas été. Ils ont un titre, donc tant mieux pour eux pour Boston. Mais il y avait un peu ce même genre de critique. Et je pense que l'attaque des Cavs, en fait, je pense qu'elle a ce profil qui se repose beaucoup sur le 3 points, et principalement, et même surtout, c'est le fait qu'ils n'ont pas une force de frappe au panier qui est si grande que ça. Pour formuler, je prends 2 exemples. Premièrement,
les Mavericks de Doncic, ou toute itération d'équipe avec Doncic, mais prenons les Mavs, une équipe réelle, on va dire. Les Mavs de Doncic, je pense qu'on peut pas trop leur reprocher un côté trop dépendant de 3 points, même s'ils en prenaient beaucoup. Pourquoi ? Parce que même quand tu les privais de ça, ou même sans les priver, une fois arrivé en playoff, c'était une équipe qui, de base, n'avait pas une fréquence de tir au panier si élevée que ça, les équipes de Doncic, jamais trop. Mais, pourtant, tu arrives en playoff ou tu arrives dans les plus hautes strates des playoffs, au final, il n'y a pas de problème. Lui, il peut augmenter le curseur, il peut générer des tirs au panier en quantité et surtout en qualité en plus. Que ce soit ses propres drives ou envoyer au alley-oop des Derek Lively ou des Gafford, etc., etc. Les cuts, le passing, voilà, il y a un côté. Finalement, on ne peut pas le dire d'une équipe comme ça, elle est trop dépendante du 3 points parce que finalement, elle a cette option B. Donc, c'est pas le nombre de 3 points en soi qui est trop élevé et donc ça, c'est pas bien. Non. Autre exemple, l'autre côté, une équipe comme les Nuggets. Les Nuggets, c'est un peu l'exact opposé. Ça détonne, alors aussi parce qu'ils ont un joueur unique, mais ça détonne dans le sens où en fait, ils sont 30e sur 30, l'an passé ils l'étaient. J'ai pas vérifié cette année, mais ça fait 2-3 ans qu'ils sont parmi les derniers de NBA ou les derniers en termes de fréquence de tir à 3 points, de pourcentage. Bon, ils en prennent quand même beaucoup, parce que quand t'es dernier en NBA en 2025, tu prends quand même des tonnes de 3 points. Mais donc dernier, mais par contre, pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas sujets en tout cas sont moins sujets aux variances comme on voit avec les Cavs entre 25 et 26 ? Parce que eux, ils en prennent moins, donc ça affecte moins de tirs, on va dire, 30% plutôt que 50%, grosso modo. Mais surtout, tu as aussi ce côté où Denver, ça se transpose très bien sur des niveaux supérieurs parce qu'ils sont premiers de NBA ou deuxième ou top 3 sur fréquence de tir au panier, donc la zone la plus importante, lancer franc, élite, transition aussi, bonus, mais également rebond offensif. Donc tu as ce côté aussi pilonnage à l'intérieur qui finalement va être beaucoup moins sujet à la variance. Et donc voilà, Denver, on peut pas dire qu'ils sont trop dépendants, entre guillemets, du 3 points, alors que, j'insiste, Denver, en termes de chiffres bruts, prend plus de 3 points que certaines équipes d'il y a 5, 8 ou 10 ans, qui étaient tout en haut de la NBA en termes de classement, et à qui on reprochait d'être trop dépendants du 3 points. Prenons un exemple très simple. Par exemple, les Rockets de Harden, qui ont souvent été reprochés, à qui on a souvent reproché ce genre d'éléments, ils en prenaient 32,7 des 3 points par match, les Rockets. En 2015, il y a 10 ans. 32,7. Les Nuggets, cette année, ils en prennent 34. Voilà, 34. Et allez, on va vous donner, je vais donner l'an passé, si vous voulez, ça va être peut-être un peu mieux. Donc l'an passé, on savait qu'ils étaient 30e sur 30. Donc l'an passé, les Nuggets étaient à 31,9. Voilà, 32. Grosso modo, une équipe, il y a 10 ans, on disait, ouais, vous reposez trop sur le 3 points parce que vous en prenez 32, c'était énorme. Aujourd'hui, ce même total, on n'en parle pas. Donc, pour insister que pour moi, ce trop dépendre du 3 points, ça ne dépend pas du 3 points en soi. C'est pas le total en soi qui serait élevé et trop de 3 points, c'est trop. Non, c'est pas ça. Le problème des Cavs, c'est l'inverse. C'est une friabilité et pas une assez bonne capacité à, je vais pas dire faire le plan B, mais à ce côté panier. Et que, justement, j'ai parlé un peu d'accident contre les Pacers. Et oui, c'est vrai que les Pacers sont shootés à 50%, à 3 points, mais aussi à 75 sur les pull-ups à 2 points sur l'isolation, alors que tu prends une saison complète, Ali Burton et les mecs comme ça, et même Nembhard, ils ne mettent pas autant ces pull-ups à 2 points, etc. Ok, un côté surchauffe, défensif, enfin offensif pour l'adversaire, d'accord. Par contre, on a aussi une équipe qui était la meilleure de la saison en régulière, qui est arrivée en play-off, rien n'est rentré. Je pense qu'il y a un côté aléatoire, il ne faut pas paniquer forcément par rapport à ça, échantillon aussi petit. Par contre, quand on recoupe ça, plus donc ce début de saison, il y a quand même le point commun de dire oui, mais finalement, tu as été dépendant de ton adresse déficitaire. Pourquoi ? Parce que tu ne pouvais pas, par ailleurs, aller au panier à haute fréquence, haute qualité, et encore plus sur des strates de play-off, donc où la défense est plus dure, etc. Donc c'est ça surtout. Je pense que c'est mon propos, c'est surtout ça. Pour ça qu'il y avait une citation il n'y a pas longtemps là, de Kenny Atkinson qui disait un peu ça, qui disait oui, mais en même temps, contre telle ou telle équipe, contre Miami qui va sell out au niveau de la défense à l'intérieur, il faut juste être capable de mettre les 3 points. Et c'est là où je suis d'accord et pas d'accord en vérité. Parce que oui, c'est un moyen de les battre, ça peut être comme ça. Les mecs Miami qui vont protéger la raquette en laissant le shooter ouvert à 3 mètres, ok, si tu mets le tir, ça passe. Mais à votre avis, pourquoi Miami fait ça ? Parce que c'est un bon pari à faire. Et parfois tu vas le perdre, hein. Parfois en face ils vont mettre les tirs, mais parfois, et une majorité de temps, ça peut marcher, parce que c'est moins intéressant un catch and shoot que une paint touches. Quand tu touches la raquette, tu vas au panier, lancer franc, une passe sous le panier, etc. Donc en fait,
c'est là où moi, cette citation, j'en ai parlé dans l'hebdo, hein, peut-être si vous avez écouté l'hebdo religieusement, vous m'avez entendu le dire, mais moi, elle me dérange un peu cette citation parce que je suis pas convaincu en fait. Je pense que, au contraire, les équipes un peu d'élite et de méga supra giga élite, comme on pensait que les Cavs étaient l'an passé, en tout cas pour moi, ce type d'équipe, c'est la solution à une défense qui se resserre, c'est pas juste la seule solution, il faut mettre les tirs. Non. Il y a des équipes, des joueurs, des types de schémas qui, malgré l'obstacle, vont en panier. Je pense que OKC a beaucoup souffert de ça. OKC, on va dire que, et je dis, la capacité de perforer malgré tout a été plus grande que la capacité de perforer malgré tout de Mitchell et des Cavs contre le même type de défense des Pacers. Les Pacers aussi, hein, ils ont sell out, ils ont fermé les espaces à l'intérieur, etc. Et je dis pas qu'OKC n'a pas été affecté, je dis pas qu'OKC, ça dépend pas non plus en partie de ce que les role-players mettent les 3 points, mais OKC, ils sont allés quand même plus loin dans le curseur de oui, mais j'arrive quand même parfois un peu plus à aller au panier. Vous voyez ? Et pareil pour Doncic, hein, pour ce genre de truc. Bon, l'attaque des Nuggets, c'est aussi un peu à part, mais parce que Jokic est un peu à part. Mais voilà, ça pile à l'intérieur et ça dépend pas que du 3 points. D'ailleurs, il passe pas loin de battre une des défenses historiques et une des meilleures défenses de la NBA l'an passé en 7 matchs. Alors que le spacing est pas top, même assez mauvais à Denver. Et pourtant, ils amènent OKC en 7 matchs. Parce que, et je pense qu'une équipe comme les Cavs, est-ce qu'ils auraient autant posé de difficultés ? Je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a peut-être Denver Jokic, les Warriors aussi un peu particuliers, mais tout de même, les grands Warriors, en fait, ils créent des espaces au panier un peu différemment, mais ils y arrivaient tout de même. Donc en fait, c'est un peu la réflexion, pour moi, et donc autour de cette citation, c'est finalement de dire oui et non, quoi. Oui et non, ou en tout cas, si la citation, entre guillemets, est vraie et que tu es ce profil d'équipe, c'est que t'es peut-être pas le chapeau 1, ou t'es peut-être pas le chapeau 1 plus, quoi. Pour le coup, t'es peut-être chapeau 2, en vérité. Et ça peut paraître sévère, mais pour moi, c'est peut-être un peu ça. On retombe sur le thème principal de cette équipe. Hein. Je parlais un peu de ce côté contre les Pacers. Certes, t'as pas eu de chance à 3 points, mais t'aurais peut-être pu un plus insister ailleurs, et ils l'ont pas fait. Mais pour moi, c'était même avant le début des playoffs, j'en ai beaucoup parlé, l'aspect de Boston est un peu le même type d'équipe, mais Boston a plus de force de frappe sur des 1 contre 1. Notamment quand il faut affronter des switches. On avait vu, en plus j'ai décortiqué les 4 Boston-Cleveland de l'an passé, si ça vous intéresse sur la chaîne YouTube. J'ai décortiqué cet été, et vous voyez que une équipe comme les Cavs qui joue beaucoup avec l'animation, le cut, le mouvement, le timing, les systèmes, etc. Donc c'est un fond de jeu collectif qui va générer un peu les espaces ou les lay-ups de qualité, etc. Mais sauf que ça, une fois que tu affrontes une défense en switch, ces espaces n'existent plus. Littéralement, c'est le but du switch, c'est que tu changes sur l'écran, et donc il n'y a pas d'espace, quoi. C'est tout le but de changer. Et donc là, dans ces cas-là, il faut s'en remettre à des 1 contre 1. Et c'est là-dessus où je pense que les Cavs avaient ce côté un peu moins, et encore un peu moins ce côté force de frappe de 1 contre 1, battre les switches que certaines autres équipes. Bon, on n'aura finalement jamais eu trop la possibilité de les voir tester en 2025, mais ça part d'où aussi battre les switches ? C'est pas que le shotmaking sur les pull-ups à 2 points, enfin sauf quand tu t'appelles Nembhard et Haliburton, mais pas que. Battre les switches, c'est aussi être capable de créer des points de qualité, notamment au panier, ou même d'aller au panier pour créer d'autres situations dangereuses. Parce que si, face à des 1 contre 1, tu prends juste des pull-ups, ça va pas aller loin, parce que soit tu les mets pas tous, et soit même tu as un coup d'opportunité. Si tu restes juste en pull-up à 10 mètres du panier à prendre le pull-up, il se passe rien. La seule possibilité, c'est est-ce que tu mets le tir ou pas. Alors que sur des 1 contre 1, si tu es capable de dépasser, de te rapprocher, d'aller au panier agressif dans la raquette, tu peux soit avoir opportunité de lay-up, deuxièmement, de lancer franc, troisièmement, une aide, tu passes sous le cercle, quatrièmement, une aide, tu passes à 3 points, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle un peu de la même chose. Cette fameuse force de frappe sur l'1 contre 1 des Cavs, c'est aussi un peu lié à ce côté panier et à ce côté fréquence au panier. Est-ce que tu es capable de défoncer l'obstacle et tout de même, malgré tout, d'aller au panier ? Je pense que Doncic, je pense que Jokic, ce type d'équipe, oui. Je pense que OKC aussi, en partie, même s'ils ont vécu quelques frayeurs à cause du 3 points qui rentraient vraiment pas. mais voilà. Mais les Cavs, en fait, maintenant que on a un peu plus d'échantillons, je me dis, est-ce que vraiment les Cavs étaient une équipe incroyablissime l'an passé ? Ou est-ce que c'était juste une équipe de catégorie, non pas 98 sur 100, mais peut-être 90 sur 100, et qui a un peu surperformé de par ce 3 points en régulière, et qui finalement, en tant que 85 ou 90 sur 100, a joué en régulière comme une 95, grosso modo, mais qu'une fois en playoff, sans cette surchauffe, il ne restait pas les vrais outils, il ne restait pas la vraie équipe de méga élite. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'on peut peut-être parler de
dépendance à 3 points, même si, encore une fois, le terme est tellement connoté par du c'était mieux avant et le 3 points c'est pas du basket que ça me plaît pas. Mais je pense qu'en un sens, c'est pas si déconnant que ça. Et le avant-après 25 à 26 là, des Cavs est quand même assez frappant. Parce que oui, il y a un côté aléatoire. Oui, avec les 3 points qui rentreraient, tu gagnerais plus de matchs. C'est un peu le but du podcast d'aujourd'hui. Non, il n'y a pas forcément besoin de paniquer parce que on n'est pas en sous-chauffe, on est en méga sous-chauffe cette année pour l'instant. Mais bon, si les Cavs avaient été ou sont peut-être une équipe d'élite, peut-être qu'il y aurait des solutions autres. Or, je ne pense pas qu'il y ait cette force de frappe pour aller au panier plus à volonté, plus en quantité et en qualité. D'où le fait que, quand c'est un peu des cuts qui créent tes espaces et que les cuts sont plus trop là ou que les 3 points sont plus trop là, tu dépends un peu de ça, quoi. Et donc, il te reste plus grand-chose. Donc, peut-être, oui, les Cavs dépendent un peu trop du 3 points ou, autre formulation, les Cavs ne sont peut-être pas chapeau 1, comme j'ai pu le penser moi l'an passé, parce que ça fait quand même plusieurs tests au final où on se dit, ok, ça bloque un tout petit peu, donc c'est peut-être le cran juste en dessous. Et peut-être pas chapeau 2, peut-être chapeau 1,5, on va dire. On peut le formuler comme ça, parce que je pense quand même que cette itération peut être championne. Mais pas dans tous les contextes et pas face à tous les adversaires et pas face à... Voilà, ce sera pas un champion implacable, incontesté dans toutes circonstances. C'est un peu l'idée. C'est un peu aussi ma conclusion du jour. C'est que il y a le côté 3 points et constat. Faut pas paniquer. L'autre côté, c'est... ça met aussi en lumière peut-être les autres faiblesses, entre guillemets, ou faiblesse, c'est connoté peut-être trop négatif, mais les autres non-forces par rapport à des équipes de ultra giga élite. Mais voilà pour les Cavs et voilà pour ce podcast un peu hipster, un peu statistique. J'espère que j'aurai réussi à être juste assez pédagogue pour vous tenir avec moi et pas vous perdre dans les explications. On refera le point sur les Cavs très bientôt. Ça devrait être très intéressant de faire un peu le point, non pas après 25, mais après 50 matchs notamment, pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de ces Cavaliers et de leur attaque qui, avant, était élite et aujourd'hui n'est plus si bonne que ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour cet épisode improvisé un peu sur les Cavs, en tout cas épisode d'enquête on va dire, mais c'est vrai que les conclusions de la fin c'est un peu ce qui m'intéresse le plus de mon côté, moi qui comme dit était un grand fan de ces Cavs, et je pense encore qu'il y a un monde où ils peuvent être champions comme ceci, mais ils sont peut-être, j'ai enfin trouvé une autre formulation peut-être, et le fait d'être champion va dépendre un peu plus d'un côté aléatoire, donc notamment à 3 points, qu'on ne le voudrait. Après, on peut très bien juste dépendre de la chance et arriver en finale NBA, voire même pousser OKC à un match 7, ça peut arriver, comme nos amis les Pacers. Non, je blague, mais pas tant que ça, mais un peu quand même. Bref, donc voici pour les Cavs et ce petit point sur leur crise, ou justement pas trop crise. Ils sont à la fois pas en crise, ce qui est la bonne nouvelle, mais la mauvaise c'est que j'ai quand même dit aux fans des Cavs que finalement l'équipe était peut-être pas aussi forte que ce qu'on aurait pu rêver ou penser. Mais voilà pour aujourd'hui, et donc on se retrouve bientôt. Vu qu'aujourd'hui on est vendredi pour vous, eh bien on se retrouve je pense lundi. Lundi peut-être pour l'hebdo, ou même peut-être avant si j'arrive à enregistrer un petit épisode bonus là. Bonus spécial Noël, peut-être on fera ça dimanche. Voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt. Et n'oubliez pas non plus, toujours sur le flux également, nos podcasts Origine de Star, le calendrier de l'Avent, qui ne sont pas des épisodes en soi répertoriés, mais sur le flux Origine de Star. On va arriver vers la fin du calendrier de l'Avent, les méga gigastars de NBA qu'on va traiter. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos petites étoiles et tutti quanti, comme on dit. Merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.